Excellences, Monsieur le ministre, distingués invités, il est difficile d'être dans le dernier panel parce que, en arrivant, tout a déjà été dit. Donc, il n'est pas évident d'être innovant dans un sujet qui porte à cœur à tout le monde. Le directeur général de la GCAMIN prendra la parole sur les aspects spécifiques à l'entreprise dont je préside le conseil d'administration. Mais ici, je voudrais plutôt parler en tant que vice-président national de la Chambre des mines, de la FEC en charge de la Chambre des mines, du secteur minier et du secteur financier et bancaire. Il est indéniable que tout le monde a le sentiment qu'il faille très rapidement industrialiser ce pays, que c'est la seule manière pour nous de transformer durablement l'économie. Cependant, nous devons le faire de manière coordonnée, de manière apaisée, de manière réfléchie, et comme M. Zézé l'a dit, de pouvoir mitiger la perception du risque. Pas seulement le risque, mais la perception. Parce qu'une grande partie du risque qu'on attribue à la République démocratique du Congo est plutôt une perception de risque. Certes, il y a des défis pour améliorer, mais il y a une perception de risque qui est la partie la plus pondérante, à mon avis. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi et comment la transition énergétique actuelle offre des opportunités uniques pour transformer la RDC, mais au moins permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Celle de l'hydroxyde de cobalt, qui est un élément crucial pour cette transition énergétique dont tout le monde parle, vers certaines industries décarbonées, notamment liées à la mobilité des individus, au stockage de l'énergie, mais qui atteint aujourd'hui un certain seuil plancher en termes de prix et qui drastiquement impacte notre pays. Aujourd'hui, on n'a plus le contrôle de la valorisation de notre produit phare. Et dans quelques années, nous aurons le volume qui sera, le leadership qui sera partagé avec l'Indonésie. Et je remercie ici le ministre des Finances qui a lancé l'initiative de faire une réflexion profonde sur un meilleur contrôle des exportations, des prix et de la valorisation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un budget, par exemple, qui est structuré sur base, par exemple, d'un super profit, qui n'apparaîtrait pas par la simple volonté des industries qui raffinent notre produit. Ça veut donner comme signal suivant, c'est que nous devons progressivement en avoir un contrôle de la transformation de la valeur qui est générée par le cobalt que nous avons. C'est valable aussi pour le cuivre. Et pour cela, nous devons trouver les moyens de développer un écosystème efficace pour développer notre chaîne de valeur. Des batteries, des câbles, avoir un cadre réglementaire, mais aussi avoir un entrepreneuriat assez déterminé. La question est donc de savoir comment on va favoriser l'émergence d'un capitalisme national, voire panafricain, pour profiter de cette main que le destin nous tend vers cette transition énergétique et prendre notre part, qui est notre principe la plus grande, dans la valeur de nos richesses naturelles. À mon sens, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Il y en a plusieurs. Mais la chose la plus importante, c'est d'avoir des pivots dans la stratégie que nous voulons faire. Les panélistes essaieront de développer un peu plus que moi à ce stade. Le premier pivot, à mon sens, est l'accès au crédit, l'accès au financement, à la capacité de transformer l'épargne locale ou extérieure en investissement durable et profitable pour chacun. Et ce point-là, c'est là où le travail que Bloomfield est très important, change quand on a un coût du crédit qui est mieux maîtrisé. Et dans plusieurs cas, c'est la perception, c'est le rating qui pèse. Donc, nous devons avoir de manière coordonnée les pouvoirs publics, les administrations, les entrepreneurs, un comportement qui puisse permettre d'intégrer cela dans nos différentes stratégies. À mon sens, pour essayer de faire court, le deuxième pivot est ce qu'on appelle habituellement la sous-traitance locale et le local content. Pas la sous-traitance ou la sous-traitance et le local content. Et pour cela, j'implore les pouvoirs publics
de mettre en place des règles drastiques, d'avoir le moins possible des capacités de dérogation pour qu'en fin de compte, non seulement l'opportunité se présente pour les entreprises locales ou panafricaines selon le choix qu'on fait, mais surtout qu'on soit sûr qu'il n'y a pas moyen de s'y passer, que d'y couper et d'avoir l'opportunité de manière durable. À ce moment-là, les entreprises PME pourront éclore dans notre pays. L'intérêt de cet aspect-là, c'est qu'une entreprise locale, sa richesse percole dans le reste du tissu économique, à la différence des autres qui, en fin de compte, exportent les capitaux liés aux dividendes qu'ils payent. Donc, j'insiste beaucoup sur la nécessité d'avoir des règles drastiques et le moins de dérogations possible afin de créer nos propres champions. Un troisième pivot auquel je pense le plus souvent, c'est celui qu'on évoque le moins, c'est l'accès aux compétences. Compétences entrepreneuriales, compétences techniques. Et ça, c'est vraiment fondamental pour transformer de manière durable l'économie congolaise. On pourra avoir toutes les infrastructures du monde, l'accès au financement, si les compétences ne sont pas sédentarisées, et c'est le cas particulièrement dans le secteur minier, où il y a une forte transhumance qui amène une grosse expatriation sans pour autant sédentariser les compétences. De moins en moins, c'est le cas, mais jusque récemment, les opérateurs même de forage étaient étrangers, alors que c'est un métier qui ne demande pas une compétence particulière. Donc nous devons absolument voir que les curriculums des écoles, des universités, des formations diplômantes soient revus afin de pouvoir capter les compétences et créer cette classe moyenne qui consomme et qui épargne localement. Mais en définitive, pour essayer de conclure, mon point principal est la capacité de l'État à imposer ces conditionnalités au début du processus de conception du développement intégral du pays, pour ne pas en plus se heurter à des fins de non-recevoir de la part des partenaires trop heureux d'avoir obtenu des projets à des conditions déséquilibrées et pour avoir des durées illimitées. Je plaide pour les clauses de stabilité, mais ne peuvent plus devenir une épée de Damoclès quand on veut valablement et durablement transformer son pays. En conséquence, je plaide pour qu'on puisse, chaque fois qu'on a une industrie qui veut se verticaliser, qu'on puisse avoir cet aspect de l'éducation, cet aspect d'accès au crédit, les infrastructures viendront d'elles-mêmes. Vous aurez remarqué qu'en fin de compte, la plupart des turbines des barrages d'INA ont été, quand c'était nécessaire, financées et refaites complètement par les entreprises minières parce que le besoin existait. Alors que dans le subconscient de chacun, on ne sait pas développer ce pays tant qu'on n'a pas l'électricité. Je crois que si on a la volonté d'avoir des incitants pour ce faire, l'électricité sera disponible quand ils y verront, tout le monde y trouvera un intérêt. J'aimerais résumer de cette manière-là afin de ne pas vider le débat des éminents panélistes. Mais une chose sûre, c'est qu'on ne pourra pas y couper. Et le secteur minier, qui n'est qu'un secteur catalyseur, doit permettre à ce que ce qui est de plus durable persiste. Les minerais sont des ressources périssables qui se terminent. Il faudra qu'on profite de cette fenêtre d'opportunité, surtout dans le cobalt où je crois notre avantage comparatif s'étiolera progressivement pour pouvoir transformer vraiment ce pays. Je vous remercie.